Bienvenue sur Lumière Noire. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire extraordinaire de Kamga, un jeune Camerounais de la tribu Bamileke dont le destin va basculer. Face à la pauvreté et au manque d'opportunités, il prendra une décision radicale: rejoindre l'armée russe pour combattre en Ukraine. Son parcours nous rappelle que Dieu peut transformer nos vies, même dans les situations les plus désespérées. Il y a toujours de l'espoir pour le peuple africain. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et likez cette vidéo. Chapitre 1. Le désespoir d'un rêve brisé. Kamga était né dans un petit village de l'ouest Cameroun, au cœur du pays Bamileke. Dès son plus jeune âge, il avait grandi entouré des traditions ancestrales de sa tribu, des cérémonies colorées et des enseignements de ses anciens. Son père, un modeste cultivateur de café, avait toujours rêvé que son fils puisse échapper à la pauvreté qui rongeait leur famille depuis des générations. Sa mère, femme courageuse et pieuse, priait chaque soir pour que Dieu ouvre des portes à son enfant. Kamga était un élève brillant. À l'école primaire du village, il se distinguait par son intelligence vive et sa soif d'apprendre. Ses professeurs disaient souvent qu'il était destiné à de grandes choses. Quand il obtint son baccalauréat avec mention, toute la communauté célébra cette victoire comme si c'était la leur. Pour la première fois, une lueur d'espoir brillait dans les yeux de ses parents. Peut-être que leur fils pourrait devenir médecin, ingénieur ou même avocat. Peut-être qu'il pourrait sortir la famille de la misère. Mais la réalité du Cameroun rattrapa vite ce rêve. Malgré ses excellents résultats, Kamga ne put obtenir de bourse pour l'université. Les places étaient rares. Et sans connexion politique ou argent pour corrompre les fonctionnaires, ses dossiers restaient au fond des tiroirs administratifs. Son père vendit une partie de leurs terres pour payer les frais d'inscription à l'université de Yaoundé, mais après 2 ans d'études en génie civil, l'argent vint à manquer. Les frais de scolarité augmentaient chaque année, et la petite plantation familiale ne suffisait plus. Kamga dut abandonner ses études. Ce jour-là, quelque chose se brisa en lui. Il retourna au village, la tête basse, portant le poids de la déception de toute sa famille. Son père ne lui reprocha rien, mais le silence entre eux était plus lourd que n'importe quel reproche. Sa mère continuait de prier, mais même ses prières semblaient se perdre dans le vide. Pendant 2 ans, Kamga essaya de trouver du travail à Douala, la capitale économique. Il multiplia les petits boulots, vendeur ambulant, gardien de nuit, laveur de voitures. Chaque matin, il se levait avec l'espoir de décrocher un vrai emploi, et chaque soir, il rentrait épuisé et déçu. Le Cameroun n'avait rien à offrir à ces jeunes diplômés. Partout, c'était la même histoire. Pas de poste disponible, trop de candidats, besoin de connaître quelqu'un en haut. Un soir, alors qu'il naviguait sur son téléphone dans un cybercafé de Douala, Kamga tomba sur une annonce qui allait changer sa vie. C'était une publicité en français, ciblant les jeunes Africains. Rejoignez l'armée russe, salaire garanti, citoyenneté possible, nouvelle vie en Europe. L'annonce promettait $2000 par mois, une formation militaire complète et surtout, une opportunité que le Cameroun ne lui offrirait jamais. Au début, Kamga pensa que c'était une arnaque. Comment une armée étrangère pourrait-elle recruter des Africains? Mais en faisant des recherches, il découvrit que la Russie, engagée dans un conflit prolongé en Ukraine, recrutait activement des mercenaires et soldats étrangers. Des témoignages de Syriens, de Cubains et même d'autres Africains confirmaient que c'était réel. Certains parlaient de l'argent envoyé à leur famille, d'autres des risques terribles sur le champ de bataille. Pendant des semaines, Kamga hésita. L'idée de partir si loin, de laisser sa famille, de risquer sa vie dans une guerre qui n'était pas la sienne, le terrifiait. Mais qu'avait-il à perdre? Ici, au Cameroun, il était déjà mort. Mort socialement, mort économiquement, mort dans ses rêves. Au moins en Russie, il aurait une chance de gagner de l'argent, d'aider ses parents, de prouver qu'il n'était pas un raté. Il en parla d'abord à son meilleur ami, Hervé, qui le prit pour un fou. « Tu vas mourir là-bas, Kamga. C'est de la folie. Tu ne connais rien à la guerre. » Mais Hervé ne comprenait pas. Il avait lui-même un oncle influent qui lui avait trouvé un poste à la fonction publique. Il ne connaissait pas le désespoir de se battre seul contre un système corrompu. Kamga prit finalement sa décision un dimanche soir, après avoir accompagné sa mère à l'église. Le pasteur avait prêché sur l'histoire de Ruth, qui avait tout quitté pour suivre sa destinée. Dieu ouvre des portes là où nous ne voyons que des murs, avait-il dit.
Ces mots résonnèrent dans le cœur de Kamga. Peut-être que cette opportunité, aussi folle soit-elle, était la porte que Dieu lui ouvrait. Il remplit le formulaire en ligne, envoya ses documents, et 2 semaines plus tard, il reçut un email de confirmation. Il devait se rendre à Moscou dans 1 mois. Un billet d'avion lui serait fourni, ainsi qu'un visa temporaire. Son cœur battait à tout rompre. C'était réel. Il allait vraiment le faire. Annoncer la nouvelle à ses parents fut le moment le plus difficile de sa vie. Sa mère pleura pendant des heures, le suppliant de ne pas partir. « Tu vas mourir là-bas, mon fils. Je ne te reverrai jamais !» Son père, lui, resta silencieux longtemps, puis posa sa main sur l'épaule de Kamga. « Si tu penses que c'est ta voie, vas-y, mais reviens-nous vivant. C'est tout ce que je te demande. » Les derniers jours avant son départ furent un mélange de peur et d'excitation. Kamga vendit tout ce qu'il possédait, fit ses adieux à ses amis et promit à sa famille qu'il leur enverrait de l'argent dès qu'il toucherait sa première paie. Le jour du départ, sa mère lui accrocha une petite croix au cou. « Dieu te protégera », murmura-t-elle entre ses larmes. À l'aéroport international de Douala, Kamga monta dans l'avion avec une valise presque vide et un cœur rempli d'espoir. Il ne savait pas encore ce qui l'attendait. Il ne savait pas que le voyage qu'il entreprenait allait le transformer à jamais. Mais une chose était certaine, il ne reviendrait plus jamais le même homme. Alors que l'avion décollait et que les lumières de Douala s'éloignaient sous lui, Kamga ferma les yeux et pria. « Seigneur, guide-moi, protège-moi, et si c'est ta volonté, ramène-moi vivant. » Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à Lumière Noire et de liker cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires d'espoir. Le voyage de Kamga ne fait que commencer. Chapitre 2. L'enfer glacé. Quand l'avion atterrit à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou, Kamga découvrit un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Le froid le frappa comme une gifle dès sa sortie de l'appareil. Moins 15 degrés Celsius. Lui qui avait toujours vécu sous le soleil tropical du Cameroun, il tremblait dans sa veste légère. La neige recouvrait tout d'un manteau blanc immaculé, et le ciel gris semblait peser sur la ville comme une chape de plomb. À l'aéroport, un homme tenant une pancarte avec son nom l'attendait. Sergueï, un recruteur militaire au visage dur et aux yeux froids, le salua à peine. « Kamga, viens, on n'a pas de temps à perdre. » Pas de sourire, pas de bienvenue chaleureuse, juste l'efficacité brutale de la machine militaire russe. Dans le minibus qui les emmenait vers la base d'entraînement, Kamga découvrit qu'il n'était pas seul. Ils étaient 17 recrues étrangères, 3 Syriens, 2 Cubains, 5 Africains, dont lui, 4 Népalais et 2 hommes d'Asie centrale. Certains avaient l'air déterminés, d'autres terrorisés. Tous partageaient la même histoire, la pauvreté, le désespoir et l'espoir fou qu'une guerre étrangère pourrait leur offrir une vie meilleure. La base militaire se trouvait à plusieurs heures de Moscou, perdue dans les forêts enneigées de la région de Tver. Des baraquements gris, des miradors, des barbelés. L'endroit ressemblait plus à une prison qu'à un camp d'entraînement. Dès leur arrivée, on leur confisqua leur téléphone portable. « Vous les récupérerez après la formation de base », leur dit un officier en russe, traduit par un interprète. « Ici, vous n'êtes plus des civils, vous êtes des soldats. » L'entraînement commença le lendemain à 5 heures du matin. Kamga n'avait jamais connu une discipline aussi implacable. Les instructeurs russes étaient impitoyables. Ils hurlaient des ordres en russe, que la moitié des recrues ne comprenaient pas. Les exercices physiques étaient épuisants. Courses dans la neige avec des sacs de 30 kilos sur le dos, pompes dans la boue glacée, escalade de murs métalliques. Plusieurs recrues abandonnèrent dès la première semaine, préférant être renvoyées chez elles plutôt que d'endurer cet enfer. Mais Kamga tint bon. Chaque fois qu'il voulait abandonner, il pensait à sa mère, à son père, au village qui comptait sur lui. Il pensait à l'argent qu'il enverrait bientôt, aux $2000 par mois qui changeraient tout pour sa famille. Cette pensée le maintenait debout quand son corps voulait s'effondrer. La formation militaire dura 3 mois, 3 mois de cauchemar. Ils apprirent à manier les fusils d'assaut Kalachnikov, à lancer des grenades, à se déplacer en formation de combat, à creuser des tranchées dans le sol gelé. On leur enseigna les rudiments de la survie en zone de guerre. Comment identifier les mines, comment réagir aux tirs d'artillerie, comment administrer les premiers soins à un camarade blessé. Kamga se lia d'amitié avec un autre Africain, Moussa, un Malien de 28 ans qui avait fui son pays après la prise de pouvoir des militaires.
Moussa avait déjà combattu au Mali, dans les rangs de l'armée nationale, avant de déserter. Il connaissait la guerre. « Écoute-moi bien, petit frère », lui dit-il un soir, alors qu'ils nettoyaient leurs armes dans le baraquement. « Là où on va, tu verras des choses qui te hanteront toute ta vie. Des hommes mourir à côté de toi, des explosions qui déchireront la terre. Si tu veux survivre, tu dois éteindre ton humanité, devenir une machine. » Ces mots glaçaient le sang de Kamga. Était-il vraiment prêt pour cela? Mais il était trop tard pour reculer. Il avait signé un contrat de 2 ans. S'il désertait, il serait considéré comme un criminel, sans argent, sans papier, perdu dans un pays étranger hostile. Au bout de 3 mois, leur formation prit fin. Sur les 17 recrues initiales, ils n'étaient plus que 12. Les autres avaient été renvoyés ou avaient fui. Un matin glacial de février, les 12 survivants furent rassemblés dans la cour de la base. Un colonel russe, décoré de multiples médailles, leur adressa un discours froid et pragmatique. « Vous n'êtes pas des héros, vous n'êtes pas des patriotes. Vous êtes des soldats contractuels qui ont choisi de servir la Fédération de Russie en échange d'un salaire. Votre mission est simple, obéir aux ordres, combattre l'ennemi et survivre. Si vous mourrez là-bas, vos familles recevront une compensation financière. Si vous désertez, vous serez traqués et punis. Compris ? Compris, mon colonel !» répondirent-ils en chœur, dans un russe hésitant. 2 jours plus tard, ils furent entassés dans des camions militaires et conduits vers la frontière ukrainienne. Le voyage dura plus de 24 heures. Dans l'obscurité du camion, Kamga priait silencieusement, serrant la petite croix que sa mère lui avait offerte. Autour de lui, d'autres récitaient leurs propres prières dans leur propre langue. Tous savaient qu'ils roulaient vers l'enfer. Ils arrivèrent dans la région du Donbass en pleine nuit. Le paysage était apocalyptique. Villages détruits, bâtiments éventrés par les obus, cratères géants creusés par les bombes. Au loin, on entendait le grondement sourd de l'artillerie. Des éclairs orangés illuminaient l'horizon. La guerre n'était plus une abstraction. Elle était là, réelle, terrifiante. On les assigna à une unité composée majoritairement de soldats russes et de quelques autres mercenaires. Leur commandant, le capitaine Volkov, était un homme au visage scarifié, vétéran de la guerre en Tchétchénie. Il les regarda avec mépris. « Vous êtes de la chair à canon », leur dit-il sans détour. « Votre travail est simple, tenir la ligne de front. Si vous fuyez, je vous abattrai moi-même. » Kamga fut posté dans une tranchée à l'ouest de Bakhmout, une ville transformée en champ de ruines. La tranchée était un trou boueux de 2 mètres de profondeur, renforcé par des sacs de sable et des plaques métalliques récupérées sur des véhicules détruits. Il la partageait avec Moussa et 3 soldats russes qui les traitaient comme des moins que rien. Les premiers jours furent les plus terrifiants. Kamga ne dormait presque pas. Chaque bruit le faisait sursauter. Le sifflement d'un obus, le crépitement des mitrailleuses, les cris lointains des blessés. La peur était une présence constante, un poids sur sa poitrine qui l'empêchait de respirer normalement. Puis vint le baptême du feu. Un matin d'avril, les forces ukrainiennes lancèrent une offensive. Les obus se mirent à pleuvoir sur leur position. Kamga se recroquevilla au fond de la tranchée, les mains sur la tête, priant pour que la mort l'épargne. La terre tremblait. Les explosions étaient si proches qu'ils sentaient leur souffle brûlant. Un obus tomba à 20 mètres de leur tranchée, projetant de la terre et des débris métalliques dans les airs. « Debout! Debout! Bordel !» hurla un sergent russe. « Ils arrivent! Préparez-vous à tirer !» Kamga se redressa, les jambes tremblantes, et agrippa son kalachnikov. À travers la fumée et la poussière, il vit des silhouettes avancer vers eux. Les soldats ukrainiens. Ils couraient en zigzag, se jetant au sol pour éviter les tirs, se relevant pour avancer encore. « Feu! Feu !» ordonna le sergent. Kamga pressa la gâchette. Le recul de l'arme le surprit. Il tira en rafale, comme on le lui avait appris, visant vers les silhouettes floues. Il ne savait pas s'il touchait quelqu'un. Il ne voulait pas savoir. Il tirait pour ne pas mourir. Tirait pour que ces hommes ne viennent pas le tuer. Le combat dura 2 heures qui parurent une éternité. Quand les Ukrainiens se replièrent enfin, Kamga s'effondra au fond de la tranchée, en état de choc. Ses mains tremblaient si fort qu'il ne pouvait plus tenir son arme. Moussa posa une main sur son épaule. « Tu as survécu, petit frère, c'est tout ce qui compte. Mais à quel prix? Kamga avait-il tué quelqu'un? Il ne le savait pas. Il ne voulait pas le savoir. Mais quelque chose s'était brisé en lui ce jour-là.
son innocence, peut-être, son humanité, sûrement. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Kamga s'endurcit. Il apprit à dormir malgré les bombardements, à manger même quand la peur lui nouait l'estomac, à tuer sans réfléchir. Il devint ce que Moussa lui avait dit de devenir, une machine. Mais la nuit, quand le silence tombait sur le champ de bataille, il pleurait en silence. Il pensait à sa mère, à son père, au Cameroun. Il se demandait s'il reverrait un jour le soleil de son pays. Il se demandait si Dieu l'avait abandonné dans cet enfer glacé. Un soir, alors qu'il montait la garde, Moussa vint s'asseoir à côté de lui. « Tu sais, petit frère, dit-il doucement, même dans cet enfer, Dieu ne nous a pas abandonnés. Chaque jour où nous nous réveillons vivants, c'est une preuve de sa grâce. Nous sommes venus ici pour l'argent, pour nos familles. Mais peut-être que Dieu a un plan plus grand pour nous. Peut-être qu'il nous teste, comme il a testé Job. » Kamga ne répondit pas. Il ne savait plus quoi penser. Mais au fond de lui, un petit espoir refusait de mourir. L'espoir de rentrer chez lui, l'espoir de revoir ceux qu'il aimait, l'espoir que tout ce cauchemar aurait un sens. Un jour, la guerre n'était pas finie. Et Kamga non plus. L'histoire de Kamga vous a-t-elle touché ? Abonnez-vous à Lumière Noire et likez cette vidéo pour soutenir ces récits d'espoir et de résilience. Car même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de Dieu brille toujours. Partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin d'espoir. Que Dieu vous bénisse.